Voici l'article dont nous allons vous parler aujourd'hui. Les modèles DIVA et Godiva sont des modèles neurocomputationnels. Ces modèles neurocomputationnels constituent à établir des liens entre une fonction cognitive et une base neurobiologique grâce à des simulations informatiques. Ces modèles vont donc nous permettre de générer, de tester des hypothèses sur les mécanismes neuronaux responsables de la programmation motrice chez des parleurs typiques, mais aussi chez des parleurs avec troubles de la parole. Ces modèles sont donc essentiels pour comprendre les ruptures de circuits neuronaux dans le cadre de l'apraxie de la parole, mais ils vont également nous permettre de suggérer des traitements ciblés sur le type particulier de déficience neuronale d'un patient apraxique. L'AOS est un trouble de la programmation motrice en l'absence de problèmes phonologiques et moteurs. Elle se définit par des difficultés lors de la traduction du code phonologique en code moteur. En d'autres termes, un individu ayant une AOS aura de bonnes représentations phonologiques, mais ne parviendra pas à programmer la contraction des muscles nécessaires pour réaliser ce qu'il veut dire. Voici quelques caractéristiques perceptives typiques que l'on peut retrouver chez un patient atteint d'apraxie de la parole. À présent, nous allons présenter le modèle DIVA. Celui-ci a été développé afin d'expliquer le contrôle moteur de la parole. Plus précisément, ce modèle tente de recenser tous les mécanismes nécessaires à l'apprentissage et à la production d'un seul programme moteur de la parole en prenant en compte les différents processus neuronaux qui y sont impliqués. Ce modèle est composé de différents composants auxquels sont associées des zones cérébrales bien précises. Le modèle permet donc d'expliquer le contrôle moteur de la parole chez les individus ayant un discours typique, mais aussi chez les individus ayant un discours désorganisé. Le modèle DIVA est composé de 3 composants principaux. Un contrôleur feed-forward, un contrôleur du feedback auditif et un contrôleur de feedback somatosensoriel. Les contrôleurs de feedback auditif et du feedback somatosensoriel sont essentiels durant le développement du langage. Ils sont également importants dans la prise en charge des patients atteints de troubles de la parole, notamment pour pouvoir se corriger. Néanmoins, ceux-ci ont une fonction moins importante pour la production de mouvements vocaux chez les individus ayant acquis le langage. Effectivement, ce serait davantage le contrôleur feed-forward qui jouerait un rôle essentiel, car celui-ci contient les programmes moteurs appris pour les séquences de phonèmes les plus fréquemment produits. Donc, ce serait une altération du contrôleur feed-forward qui aurait pour conséquence les principales caractéristiques de l'AOS. Le contrôleur feed-forward qui permet donc de transformer une cible phonologique en une commande motrice comprend une speech sound map et une initiation map. Tout d'abord, la speech sound map, celle-ci comporte les cibles motrices apprises précisant le bon fonctionnement et une haute coordination spatio-temporelle des commandes motrices afin de produire les syllabes de la langue maternelle ainsi que les séquences de phonèmes fréquemment rencontrées. L'initiation map est localisée dans la zone motrice supplémentaire. Comme son nom l'indique, son rôle est d'initier, de lancer à un moment précis le bon programme moteur. Le modèle DIVA nous permet d'expliquer la planification que d'un seul son de la parole à la fois. Comment expliquer alors la production d'une parole fluide? De plus, le modèle DIVA n'aborde pas la libération des sons vers l'appareil moteur. Le modèle Godiva va permettre de combler ces limitations, puisqu'il permet de rendre compte des mécanismes de haut niveau impliqués dans la mise en mémoire et dans le séquençage d'énoncés plus longs, et qu'il définit la jonction entre système phonologique et système moteur. Chaque case du modèle est associée à son substrat neurologique, ce qui va permettre de prédire le type de trouble en fonction de l'endroit de la lésion cérébrale. Une première dichotomie du modèle distingue le planning loop de la motor loop. La planning loop, ici en bleu, permet un stockage temporaire des éléments d'une future séquence phonologique. Le plan de cet énoncé va donc être stocké dans 2 buffers complémentaires. Le Phonological Content Buffer comprend les unités phonologiques individuelles de l'énoncé, tandis que le Sequential Structure Buffer comprend à la fois le cadre structurel syllabique et le chronométrage métrique qui est nécessaire pour maintenir une parole fluente. La Motor Loop en orange génère les commandes des mouvements articulatoires qui constituent les programmes moteurs des syllabes.
L'initiation map est responsable d'initier l'exécution motrice de la parole, tandis que la speech sound map représente ces sons et ces syllabes fréquemment rencontrés. Une seconde dichotomie distingue les aires prémotrices médiales des aires préfrontales et prémotrices latérales. Les premières, ici en rouge, se chargent de la structure séquentielle d'un énoncé. Elles vont donc coordonner le chronométrage des énoncés par les projections de l'aire motrice présupplémentaire à l'aire motrice supplémentaire. Les secondes, ici en vert, sont utilisées pour la mise en mémoire et la traduction d'un contenu phonologique en programme moteur associé. La sélection de ces programmes moteurs se fait donc via les projections du buffer phonologique à la speech sound map. Voici les 3 sites neuronaux où l'on s'attend à ce que des dommages à ce niveau entraînent des symptômes qui sont rencontrés dans les apraxies de la parole. Le premier site possible se trouve au niveau de la speech sound map. En effet, l'hypothèse la plus directe est l'altération de la speech sound map dans le cortex prémoteur ventral gauche. Pour rappel, cette carte possède les informations motrices nécessaires pour exécuter les syllabes fréquemment produites. Si cette carte est endommagée, cela va avoir un impact important sur la production des commandes motrices feed-forward des syllabes. Et cela aura comme conséquence des distorsions et des tâtonnements qui correspondent aux symptômes de l'AOS. Un dommage au niveau du buffer phonologique résulterait dans une mise en mémoire altérée des unités phonologiques d'un énoncé futur. De manière plus précise, les difficultés surviendraient lorsque plusieurs syllabes ont besoin d'être mises en mémoire. Le parleur serait donc limité au nombre de syllabes qui peuvent être stockées en une seule fois. Ce type de dommage résulterait dans un symptôme fréquent de l'AOS qui est la ségrégation de syllabes. Un dommage au niveau des projections axonales entre buffer phonologique et speech sound map résulterait dans un problème au niveau du processus de sélection du programme moteur adéquat. Ce constat confirme l'hypothèse d'un déficit de récupération des programmes moteurs chez les AOS. Un tel déficit va donc engendrer une sous-activation des programmes moteurs qui se traduit par un délai de la production de la parole, puisqu'un temps supplémentaire est nécessaire pour résoudre la compétition dans la sélection du programme moteur cible. Nous avons ici présenté 3 hypothèses qui postulent un dommage limité à un site unique. Or, il faut savoir que la majorité des AOS impliquerait en fait des dommages à de multiples sites.